Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. L'actualité évidemment largement dominée par l'attentat à la préfecture. Moi j'emploie le mot d'attentat, j'ai entendu attaque, j'ai entendu assaillant. C'est un terroriste qui a attaqué, qui a commis un attentat, enfin des éléments qu'on a. Je ne sais pas pourquoi on n'emploie pas ce mot-là. On va y revenir, comment un individu qui s'est radicalisé a pu passer à travers les mailles du filet. Évidemment c'est toujours facile de refaire le match a posteriori, mais il y a quand même beaucoup de questions autour de ce qui s'est passé et puis la mise en cause du ministre de l'Intérieur. Doit-il démissionner, mensonge ou incompétence? On y reviendra. Est-ce qu'on a les moyens de lutter contre la radicalisation dans les services publics? On va réécouter ce que disait Christophe Castaner ce matin, où il dit le moindre indice doit être l'objet d'un signalement. Il n'y a qu'à Faucon, c'est super, sauf que dans la réalité ça ne va pas être aussi simple que ça. Et puis manifestation contre la PMA, démonstration de force. Il y avait beaucoup de monde hier à Paris. On y reviendra également avec Bruno Pomar, maire de Belleflou, ancien fondateur du RAID. Bonjour. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour. On vous retrouve le lundi matin. J'étais là tout à l'heure. Voilà, vous étiez là dans la matinale, mais on vous aime bien, donc on vous garde. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, et François Coq, essayiste. Bonjour. Vous avez publié L'impératif démocratique. Merci d'être là. On va faire un petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur, une fois n'est pas coutume. C'est un coup de cœur, oui, parce que j'ai été impressionnée. C'est un coup de cœur, une recherche, une découverte scientifique française qui mérite d'être signalée dans le monde entier. Un laboratoire qui s'appelle Climatech, et ils ont découvert le moyen de mettre des électrodes sur le cerveau. Et donc, en plus, il y a une opération et l'électrode est à côté du cerveau, et donc on fait bien attention à ça. Cette électrode, pour les paraplégiques, leur permet de transmettre ce que le cerveau sait encore faire. Le cerveau sait qu'il faut mettre un pied devant l'autre, mais il ne peut pas commander au corps. Et ces électrodes vont permettre de le faire. C'est quand même une découverte absolument extraordinaire qui va permettre donc d'améliorer le mouvement des paraplégiques. Et ça s'appelle l'exosquelette. Et alors c'est fascinant parce que on parlait de l'homme augmenté, mais là c'est l'homme réparé. Ouais. Et c'est quand même incroyable. Moi, je suis assez fière que ce soit la France qui ait trouvé ça. Très beau sujet sur TF1 hier. Oui, dans le report, dans le journal de 20h. Impressionnant. Et alors, puis coup de chapeau au type quand même, parce que il s'appelle Thibaut. Je veux dire, il a 27 ans. Il va bénéficier évidemment des progrès qu'il y a, et déjà un peu, mais c'est extraordinairement fatigant, difficile, etc. Et il collabore pour faire avancer la science. Comme un sportif de haut niveau, il est obligé de réapprendre à donner des consignes à son corps. Voilà, c'est tout un travail. impressionnant. Découverte française. On va faire la même chose avec les politiques. Très bien. Oui, mais ils n'ont pas de cerveau. Ouais, je vous laisse. Si c'était que le cerveau. Hein, oui. C'est bien la citation de Jacques Chirac. Bien. Voilà. Parlons vrai, hein, Sud Radio, parlons vrai. Les grèves, c'est ça, on manque de donneurs. Vous vous souvenez de la phrase de Jacques Chirac. Alexis, coup de gueule. Moi, c'est un coup de gueule pour les Kurdes qu'on laisse tomber, qui ont été les alliés objectifs de la lutte contre l'État islamique. Et aujourd'hui, la Turquie lance une offensive dans le nord de la Syrie pour récupérer ce territoire aux Kurdes qui demandent un Kurdistan depuis des années, sous les applaudissements des États-Unis qui lâchent leurs alliés et de tout le monde. On n'entend pas l'Europe non plus sur ce dossier. C'était évident, c'était attendu. On ne savait pas quand l'offensive serait lancée, mais c'est quand même assez catastrophique de voir ces alliances à la géométrie variable en fonction des intérêts particuliers de la lutte contre le terrorisme. Et il se trouve que Erdogan fait à peu près ce qu'il veut, à la fois du côté de l'Europe, puisqu'il suffit qu'il ouvre un peu les frontières pour demander davantage d'argent pour retenir toute cette masse migratoire qu'il retient en Turquie, et de l'autre côté, on lui laisse le champ libre pour sa politique d'expansion en Syrie. Sans aucune réaction de la politique internationale au niveau européen. En l'occurrence, ce serait là où l'Europe aurait quelque chose à dire et à faire. Washington s'aligne sans problème, et on voit bien que Recep Tayyip Erdogan fait ce qu'il veut. Et l'ONU annonce déjà des conséquences dramatiques pour les populations sur place. Ce sont les politiques qui ne bougent pas, qui ne réagissent pas. Voilà. Et finalement, les Turcs n'auront pas attendu bien longtemps. Sitôt le retrait américain opéré, ils en profitent. Ouais. Bruno Pomar. Coup de cœur. Coup de cœur. Non, coup de gueule. Oh là là. Coup de gueule. Vous êtes tellement gentil. Vous êtes tellement gentil. C'est vrai. Habituellement, comme quoi il y a des flics. Alors, je vais parler avec une double casquette, celle de petit élu que je suis de province, et en même temps comme acteur associatif, parce que quand je vois Carignon, qui se présente à Grenoble, deuxième position déjà au niveau de la volonté des électeurs de le faire réélire.
waouh, moi en tant qu'élu, je dis, il y a un truc qui ne va pas dans ce pays, parce que ces gens-là devraient être, même s'ils sont absous, évidemment, au bout d'un moment, voilà, mais à un moment donné, il faudrait complètement les sortir de la vie politique. Il n'est pas le seul, Carignon. Il y a eu l'affaire Cahuzac, il y a même Juppé, d'ailleurs, qui est au Conseil constitutionnel, et j'en passe sur le comportement, non seulement au niveau des affaires, avec Balkany, puisqu'il est toujours en prison, et je pense qu'il va y rester encore un moment, mais tous ces gens-là qui déstabilisent la société et le rôle de l'élu. Moi, je suis un tout petit élu, je me démolis sur le terrain tous les jours avec mon équipe pour faire des choses, et quand je vois ça me fait rugir. Les comportements, on l'a eu avec M. Mélenchon encore, qui est le champion du monde en ça, c'est encore à croire que ce monsieur est complètement dépassé et a un tel ego. Mais un ego, c'est hallucinant de voir un mec comme ça, quoi. Il y a des électrodes. Ça fait 40 ans que je le connais, le Loussic. Il a été conseiller général de l'Essonne. Mais c'est des mecs, des apparatchiks de pouvoir qui n'ont rien proposé de leur vie, qui sont que dans l'opposition, qui ne produisent rien dans cette société. Juste un mot, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient... Moi, je pense que quand ils sont punis, c'est pas tellement la prison, parce que nos prisons, l'état des prisons, ça mériterait un coup de gueule gigantesque. Il y avait un dossier. Mais c'est pas ça, c'est qu'ils devraient... Une fois qu'on a fait quelque chose comme ça, qu'on est condamné, plus jamais éligible. Alors je parle pas pour le Mélenchon, moi c'est le comportement. Mais Mélenchon, moi quand je vois le travail que je fais, travail que je fais depuis 25 ans à rapprocher les jeunes des institutions pour montrer que l'institution est exemplaire, et que je vois des mecs comme ça entre les voleurs et les gens qui ont des comportements inadmissibles. On traite les policiers de barbares, mais ce mec-là, il faut qu'il parte de la vie politique, il ne faut plus qu'il existe, quoi, c'est clair. Il y en a d'autres comme ça, il n'y a pas que lui, mais lui en fait partie parce qu'il n'aime pas les flics. Ouais. François Coq, vous, votre... Mon coup de gueule, pour le coup, un coup de gueule. Vous savez, c'est Platon qui disait la perversion de la cité commence par la fraude des mots. Et moi, j'ai découvert avec stupeur les déclarations de Jacques Attali en fin de semaine dernière, qui disait le souverainisme n'est que le nouveau nom de l'antisémitisme, et qui plus loin dans son papier comparait le souverainisme à la xénophobie. Alors bien sûr, il faudrait rappeler à Jacques Attali que de la souveraineté est le titre premier de la Constitution de 1958, que l'article 3 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par le biais de ses représentants et directement par référendum. Mais d'une manière plus générale, il faut s'interroger sur la nature de cette offensive. Si Jacques Attali se livre à cette charge et à cette saillie, c'est que il voit bien qu'aujourd'hui la question de la souveraineté est une question centrale et qu'elle est directement reliée à la question de la souveraineté populaire, autrement dit à l'exigence de pouvoir décider collectivement de manière permanente et sans entrave par le peuple. Et c'est ça qui pose problème à monsieur Attali, dont on rappellera qu'il est le premier à avoir mis sur orbite monsieur Macron, qu'il avait chargé de rapporter la commission pour la libéralisation de la croissance qui lui avait été confiée en 2008 par Nicolas Sarkozy, qui avait été l'un des premiers à dire que monsieur Macron avait en 2014 un profil de présidentiable. Bref, on voit que Jacques Attali aujourd'hui est à l'offensive parce qu'il sent qu'il y a un élément agrégateur avec la souveraineté populaire dans le peuple, comme les Gilets jaunes nous l'ont montré. Une parenthèse quand même amusante, c'est que plus on méprise quelqu'un, ou plus on est en désaccord avec lui, plus on l'appelle monsieur. C'est-à-dire qu'on sait tout de suite de quel camp on est. Monsieur Macron, monsieur Attali, si c'est quelqu'un de son bord, on l'appelle par son prénom. C'est très marrant. Non, mais vous parliez des mots, c'était une très belle phrase. Parce que sur la souveraineté, Israël, c'est un État souverain. On peut pas faire nation si on n'a pas de souveraineté. Cette tribune d'Attali, d'ailleurs, elle est surprenante parce que il dit des choses correct dans cette tribune. Et puis la conclusion est totalement à côté du principe. Et le titre, d'ailleurs, n'a rien à voir avec le contenu de cette tribune. C'est dingue. Ouais. Et le fait que ce soit volontairement de la confusion venant d'Attali, qui sait très bien ce qu'il fait en utilisant ces mots-là, on est dans l'ère générale de la confusion. Mais s'attaquer sur ce principe-là de la souveraineté, je suis d'accord avec vous, c'est exactement l'attaque qu'on fait sur le populisme, en disant que le populisme, c'est un danger. Non, le populisme, c'est le moment où le peuple se rend compte que les élites ont failli, que les élites mentent, que les élites font autre chose. Le populisme, c'est ce moment où on se rend compte que la démocratie représentative, elle doit être représentative. Elle ne l'est plus. Et c'est bien tout le problème. Et tout le mouvement des Gilets jaunes est là pour dire ça aussi. Et si vous vous souvenez bien, sur cette question, que Emmanuel Macron, pendant sa campagne des Européennes, à partir de 2017, quand il a commencé à porter son idée de souveraineté européenne, a fait une dichotomie de l'espace et a voulu créer deux champs. D'un côté, les progressistes, et de l'autre, ceux qu'il a appelés d'abord les extrémistes, puis les souverainistes, puis ensuite les populistes, enfin les illibéraux. Autrement dit, ces gens-là assignent à résidence dans des cases, en pervertissant le sens, et finalement, en empêchant les uns et les
les autres d'exprimer des idées sur le fond. C'est une dictature de la pensée qui est en train de s'imposer à travers ces gens-là. Allez, le problème, c'est toujours les mêmes qu'on voit, c'est-à-dire des Attali qui sont complètement has-been. Il écrit super bien ce gars-là. BHL, vous avez les BHL. Que connaît-il de la réalité de la vie de la société, c'est déjà trop de temps qui lui est consacré. Voilà. Un mot sur votre t-shirt, Sophie, j'aime ma boîte. Oui, ça vous allez en entendre parler. Certains vous reprochent de vous faire votre propre pub, mais vous avez bien raison. Ma propre pub, j'ai la pub de tous les salariés. Et on va voir le sondage cette semaine. Environ 60 à 70% des gens qui disent j'aime ma boîte. C'est tout sauf ma pub, ça m'appartient pas. La fête des entreprises, ça appartient à tous les salariés, même pas aux entrepreneurs, parce que c'est pas eux qui disent j'aime ma boîte. Donc le chiffre d'affaires n'augmente pas, Sophie ? Le chiffre d'affaires n'augmente pas. Non. Allez, on va. J'aimerais savoir où est l'argent. C'est quand la fête de J'aime ma boîte ? C'est le jeudi 17 octobre et Sud Radio est partenaire. Voilà, parfait. Allez, on se retrouve dans un instant. Attentat à la préfecture, mensonge ou incompétence, et comment un individu radicalisé depuis, qui s'est radicalisé, a-t-il pu passer à travers les mailles du filet ? À tout de suite. Avec Sud Radio, venez fêter Halloween à Port Aventura. Préparez-vous à un événement plein de mystères et d'émotions et découvrez Street Mission, la grande nouveauté de Port Aventura et Ferrariland. Cette semaine, dès votre réveil, écoutez le Grand Matin Sud Radio et à tout instant, partez en famille à Port Aventura pour Halloween avec Sud Radio. La Minute Soin avec Elisabeth Boisdana, porte-parole de la recherche L'Oréal Paris. Aujourd'hui, nous écoutons la question de notre auditrice Sophie. Comment être sûr que les ingrédients des soins L'Oréal Paris soient sans danger pour ma peau ? Chez L'Oréal Paris, nous ne sélectionnons que des ingrédients qui ont fait la preuve d'une excellente tolérance, notamment grâce à des tests sur peau reconstruite mis au point par nos experts ces 30 dernières années pour ne pas tester sur les animaux. De plus, tous nos soins sont testés sous contrôle dermatologique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur l'oréalparis.fr. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques, à Oloron-Sainte-Marie, sur 102 FM. Leclerc. Chérie, à l'occasion de la foire au vin Leclerc, je nous ai trouvé un AOP Saint-Amour rouge, domaine de la Porte du Paradis, cuvée Cœur de Paradis 2018. Ah mais dis donc, quel programme! À 7,50 € la bouteille. À partir du 1er octobre, la bouteille d'AOP Saint-Amour, domaine de la Porte du Paradis, Cœur de Paradis 2018 de 75 centilitres est à 7,50 €. Disponible en magasin et sur macaf.leclerc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Une sélection des incroyables de la foire au vin Leclerc. Salon nautique de Barcelone. Si tu es passionné de la mer et du nautisme, prolonge l'été et profite de 50 000 m² d'exposition au cœur de Barcelone. 285 exposants, 700 bateaux, dont 170 à flot t'attendent sur le vieux port de Barcelone. Salon nautique international de Barcelone du 9 au 13 octobre. Marina Porvel, un événement FIRA des Barcelona. Ne bougez pas. Retour du 10h midi avec Valérie Expert dans quelques instants sur Sud Radio. Et un cochon de lait à la broche. Oui, chef. Vous êtes épris de pâtisserie, baba de chocolat, dingo de fruits bio, tatillon sur la tatin. Les crêpes Suzette vous tournent la tête et la crème brûlée vous rend toqué. Soyez notre 7e pâteux. Les 6 pâtissiers des grands buffets vous attendent pour vous faire partager leur passion du fait maison et de la tradition. Votre talent nous intéresse. Sud Radio vous donne la parole. Exprimez-vous à tout instant. Donnez votre avis sur Sud Radio. 0826 300 300. Seulement 5 centimes par appel. Sud Radio. Parlons vrai. C'est l'anniversaire déraisonnable chez Aldi. Nous, on a gagné un séjour à New York. Central Park, Manhattan, les gratte-ciel. Tout est grandiose. Et tout ça juste parce qu'on a acheté des endives à 1,39 €. Chez Aldi, jusqu'au 14 octobre, c'est l'anniversaire déraisonnable. À vous les prix waouh, comme le sachet d'1 kilo d'endives à seulement 1,39 €. Mais aussi les cadeaux incroyables à gagner, comme une semaine à New York. Origine France, catégorie 1. Du 8 au 12 octobre, dans la limite des stocks disponibles et jusqu'à épuisement des stocks, jeu avec obligation d'achat, voire règlement sur aldi.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on revient sur ce qui s'est passé à la préfecture, attentat, agression, employez les mots que vous voudrez en tout cas. C'est un homme qui était converti depuis une dizaine d'années, qui visiblement avait montré certains signes de radicalisation qui n'étaient pas remontés, en tout cas qui n'avaient pas été consignés par sa hiérarchie. Et puis la question autour
de Christophe Castaner. Est-ce qu'il a menti? Est-ce qu'il n'a pas eu les bonnes informations? Oui, il y a eu une faille, évidemment. Moi, je trouve que le mot évidemment était un petit peu de trop hier. Comment vous voyez ça, vous, Bruno Pomar, vous qui êtes un ancien flic? Je connais bien en plus tout ce secteur parce que j'ai nombre de copains là-dedans, mais la réaction politicienne qui est traditionnelle, c'est évidemment de demander la démission de Castaner. En soi, ça ne réglera pas le problème, M. Castaner, mais bon, les réponses classiques, que ce soit de Ciotti, de Mélenchon, c'est toujours la même. Hein, c'est la rhétorique classique des politiques de base, j'allais dire démission parce qu'il est bon à rien. Le problème de la préfecture de police, il règne depuis très longtemps. Pas qu'à ce niveau-là, d'ailleurs. On l'a vu avec l'affaire des Gilets jaunes et d'Elpuech qu'on a gentiment viré, mais qu'on a mis au Conseil constitutionnel, je crois. Bon, c'est pas mal comme mutation. Je crois qu'il y a un vrai problème de réorganisation de cette préfecture de police, ça c'est clair. Il y a eu effectivement un problème grave dans la hiérarchie, je dirais, au niveau du commandant et des gens qui l'ont auditionné, mais qui ont laissé ça de côté. Alors pourquoi? Parce qu'on a toujours peur de stigmatiser, qui plus est, ce personnage était handicapé, donc risque de stigmatisation, c'est pas pour dédommager les gars qui n'ont pas fait remonter l'information et qui ne l'ont pas mis hors circuit, mais risque de stigmatisation. Là-dessus, vous avez les syndicats qui risquent de venir, évidemment, à rajouter une louche, donc comme on dit, on essaie de laver notre linge sale en famille, mais en attendant, le linge sale, le résultat, c'est quand même 4 morts. Plus lui, évidemment. Donc je pense qu'il y a un vrai problème de réorganisation dans cette préfecture de police, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis que les politiques de droite en particulier qui ont été au pouvoir devraient se taire sur ce sujet, parce que la préfecture de police telle qu'elle est, c'est l'armée mexicaine un petit peu, ça a toujours été, avec des grands patrons, des tiraillements entre eux. Il y avait hier Alain Bauer qui parlait aussi de l'administration, qui disait qu'en fait c'était aussi un problème de bureaucratie. Il disait la bureaucratisation de l'administration. Non mais franchement, on l'a de façon générale dans la police. On a pas assez de gens sur le terrain et trop qui gèrent l'administration. Écoutez ce que disait ce matin Christophe Castaner. Il justifiait l'attentat contre Charlie Hebdo, et donc évidemment à ce moment-là, il aurait dû y avoir un signalement formel fait, un signalement automatique, et je pense que la première faille de notre système, c'est qu'il n'y ait pas eu de signalement, et surtout que celui-ci ne soit pas automatique. Oui, enfin, que celui-ci, il dit, il faudra désormais que ce soit automatique. Sauf que la réalité des choses, ça c'est du yaka faucon. Quand vous aviez à l'époque de la HALD, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, qui racontait comment les patrons étaient démunis, je vous parle même pas de l'administration, devant des gens qui montraient des signes de religiosité extrême et qui avaient peur d'être attaqués pour discrimination. Comment on fait? On est comme dans notre société actuelle, on n'ose pas, et les patrons, au même titre peut-être qu'ici, et l'administration pareil. Il pourrait y avoir effectivement des risques. Le pire, c'était les écoles. Rappelez-vous aussi les professeurs qui ne savaient pas quoi faire quand ils faisaient des cours justement sur le cas Charlie, la laïcité, qui disaient mais ça fait des années qu'on alerte sur le fait qu'on a là en classe des enfants qui ne comprennent pas ce que c'est que la France et les valeurs, nos valeurs de démocratie, de liberté et de laïcité. Effectivement, je crois ça fait des années qu'on veut demander la démission de Castaner et que Castaner, c'est pas Castagnette, c'est pas Castagnette, c'est Castaner. Castaner, et que c'est beaucoup plus grave que ça. Ce serait formidable si il y a plusieurs sujets. Castaner, non, mais le vrai sujet, oui, l'autre sujet. Je parle même pas de la personne là. Je pense que, et il l'a compris, Macron, il parle de l'état profond. Il a parlé de cet état profond lorsqu'il était en train d'écouter des femmes battues et que le flic disait « Oh ben non, je vais pas aller vous raccompagner chez vous parce que voilà ». Il y a un état profond en France et on hérite de ça depuis 20 ans. Personne n'a réformé l'administration française. Quand je dis administration, je vise pas des fonctionnaires particulièrement. Je vise un espèce de mammouth qui obéit à des chefs qui font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas possibilité. Mais là, on est au-delà. Attendez, je finis. C'est pas le sujet. C'est le sujet. Le sujet, c'est que ça n'obéit, c'est des vases clos, c'est-à-dire que aussi bien à la préfecture de police, on savait mais on savait pas, les collègues se dénoncent pas, les chefs ne punissent pas, on n'a pas le droit de virer et personne n'a de pouvoir là-dessus. Personne n'a de pouvoir et même pas le ministre. Et c'est pareil partout, le mammouth de l'éducation nationale. Donc il faudrait. Ce que je dis, c'est que c'est au-delà de ça. C'est que là, la problématique, c'est comment signaler. Non mais ça, c'est partout pareil. C'est partout pareil dans tous les domaines. Là, évidemment, c'est un domaine d'État. Je pense que c'est franchement, et très particulier, une crise d'État, enfin gravissime, et que il faut remettre à plat la façon dont on fonctionne. Et c'est dans tous les corps de métier. Les administrations sont closes et elles sont victimes elles-mêmes d'ailleurs de cette non-hiérarchie. Il n'y a pas de management, il n'y a pas de DRH, et en plus de ça, il n'y a pas les moyens juridiques de virer quelqu'un, comme vous l'avez dit, qui fait preuve d'un. Non, mais ce qui a été dit et répété pendant tout le week-end, c'est que la radicalisation n'est pas un délit. C'est ce que je dis. Un délit.
Non, moi je viens pas sur la question de la démission de Castaner, je crois qu'on y reviendra après parce que c'est un sujet beaucoup plus large. Ouais. Par contre, sur ce sujet-là, d'abord, il faut pas confondre les choses. Quand cette personne se convertit à l'islam, il n'y a pas de problème. Par contre, on avait des informations à partir de 2015 sur le fait qu'il avait engagé un processus de radicalisation, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, à partir de là, la chaîne de suivi et de commandement et derrière de sanctions aurait dû se mettre en branle. Mais c'est même pas le sujet. Le mec, il se réjouit d'un attentat. C'est d'autant plus le sujet. C'est d'autant plus le sujet que ce matin, le ministre Castaner a eu des mots en reconnaissant que c'était, et je le cite, un dysfonctionnement d'État. Dysfonctionnement d'État. Ça veut donc... Attendez, je laisse au ministre ses mots, mais par contre, moi, j'en tire les conséquences. Si le ministre considère que c'est un dysfonctionnement d'État, dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la chaîne de commandement qui est mise en cause, et c'est le ministre qui est au bout de la chaîne de commandement, et il doit quand même en tirer les responsabilités. Il ne peut pas juste se contenter de dire aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné comme il le fait. On va reparler. Je voudrais simplement dire un mot, ok, moi je suis pas un pro Castaner, je m'en fous, je connais très bien Laurent Nunez qui est un vrai pro qui connaît bien la maison, il le sait d'ailleurs les problèmes, il les connaît. Le problème il est dans la hiérarchie, encore une fois, la prise de conscience mais je trouve un peu facile que Ciotti par exemple, qui a été quand même pro du gouvernement et qui connaît bien toutes ces affaires de sécurité, ils sont dans leur rôle. Mais c'est pratique, ça dénature encore le rôle du politique. Il y a 2 députés qui ont remis un rapport sur la radicalisation dans le service public et ils évoquaient de la difficulté de se séparer d'un agent identifié comme radicalisé. Il disait si celui-ci conteste son licenciement devant un tribunal, ce dernier n'a en général pas accès aux informations prouvant sa culpabilité, que les services de renseignement, en gros, on le met devant le tribunal et on s'en fout, on le vit. Ça fait pchit, c'est considéré comme la discrimination. Vous avez des mesures d'expulsion d'imams radicaux qui n'ont jamais été expulsés. Enfin, et notamment celui de Bonnès, qui était en contact avec monsieur Harpon. Et cet imam aussi, alors attendez, dans le dysfonctionnement, cet imam a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pour incitation au terrorisme et qui n'a jamais été appliqué. Donc on commence par là aussi. On a des outils, on les utilise pas. Et après on dit qu'on est désarmé. Et évidemment que la préfecture se fait attaquer si on n'est pas capable de mettre en place justement des principes simples de défense. Depuis 2015, je pense qu'on a déjà fait la réflexion les fichiers S, qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait, et puis la protection. Enfin, si on a un arrêté d'expulsion, on expulse, point. Mais ce matin, j'entends que du yaka Faucon. C'est-à-dire a posteriori. Mais entre le courage, entre le courage politique et le courage et le courage tout simple, même au sein de chaque entreprise. Il n'y a pas de responsable au sein. Il n'y a pas. Les gens ne sont ni responsables ni coupables. Donc, et j'ai vu qu'il y avait une femme qui était à la tête de service, qui avait des rapports permanents avec l'informatique, qui savait tout ça. Comment est-ce que quand on voit sur un ordinateur, ça doit être contrôlé, que le type se réjouit d'un attentat en disant c'est bien fait, il est viré dans la seconde, et on se fout complètement qu'il aille devant un tribunal. Je pense qu'il y a un moment, il faut y aller. Le problème, c'est qu'il y a près de 3000 personnes à la préfecture de police, à la DRPP, il y a un nombre incalculable de gens qui travaillent dans les services informatiques et autres, et recoupés, surveillés, même si effectivement il a été signalé, au bout d'un moment, il passe à travers les mailles. C'est terrible à dire, mais ça fait partie des terroristes qu'on a vus. L'affaire Meras a été un peu le même cas, il est passé à travers les mailles, parce qu'à un moment donné, on a dit, lui on le relâche parce qu'il a l'air moins chaud, et on va sur notre objectif. Alors c'est vrai que lui fait partie d'un système il faut zéro tolérance. Oui, mais je dis encore une fois, c'est trop facile de taper directement sur le ministre. On ferait mieux de voir. Non, ça passe sur le ministre. Là, on parle de fonctionnement. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Tout à l'heure, que se passe-t-il dans les territoires perdus de la République ? Eh bien, un flic infiltré longtemps chez les islamistes raconte, et c'est étonnant. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Félicitations, vous commencez demain. Ah oui, vous êtes bien véhiculé ? Ah oui, c'est une Toyota Yaris équipée du limiteur de vitesse, caméra de recul et connectivité smartphone pour 109 € par mois. Finalement, je pense qu'on va en rester là, monsieur. Difficile d'y croire. La Toyota Yaris suréquipée est à partir de 109 € par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulier non cumulable jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant pour Yaris 70 VVTI France Connect 9 en LLD 37 mois 30 000 km. Premier loyer 1 650 € sous condition de reprise plus de 8 ans, prime à la conversion de 1 500 € déduite. Voir toyota.fr. Ceci
C'est le son du colis Amazon qui fait le bonheur de Chloé. Waouh, trop cool ce potager d'intérieur. Mais il fera aussi le bonheur de Romain, le cofondateur de l'entreprise qui produit ce potager en France. Bonne nouvelle, on a 4 commandes de plus. Et ça, c'est le son du colis qui fera le bonheur de Lucie. Ah, mon thé bio, super. Et fera connaître ce thé bio de Lyon dans toute l'Europe. Allô Steph, ils nous en demandent 10 autres boîtes. Oui, parce que plus de la moitié des produits vendus sur Amazon proviennent de petites et moyennes entreprises. Sud Radio sur la Côte d'Azur. À Cagnes-sur-Mer, sur 97.9. Pour son anniversaire, Intermarché vous propose d'écouter 50% de remise immédiate. T'entends? Quoi? Bah rien. Ah ouais. Votre bébé va bien dormir. Dès demain chez Intermarché, le paquet de 120 couches Pampers Baby Dry est à moins 50%, soit seulement 14,95 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère depuis 50 ans. Jusqu'au 13 octobre, dans la limite des stocks disponibles. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Oui, chef. Avis à tous ceux que le vin rend zinzin. Les grands buffets ont reçu le prix de la plus belle carte des vins au verre de France. Si vous rêvez de devenir serveur sommelier dans une maison aimée des vignerons, vous savez qui contacter. Votre talent nous intéresse. C'est 1,50 qui est en tête. Nous ne sommes plus qu'à quelques mètres de l'agence meilleurtaux.com, mais il est suivi de près par un 25 et un 10 qui reviennent à toute allure. Et le sprint est lancé. Un 10 et 0,90 en profite, il passe devant. 0,90 et une courte avance, mais 0,80 remonté arrive le premier dans l'agence meilleurtaux.com. Chez meilleurtaux.com, nos experts mettent en compétition les taux et l'assurance de vos prêts. Et seuls les meilleurs sont retenus. Venez découvrir ceux de votre prochain crédit immobilier dans votre agence meilleurtaux.com. Agence courtier en opération de banque et intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS. Aucun versement ne peut être exigé avant l'obtention d'un prêt. Bon, on fait quoi pour le divorce? Bah, je garde la maison. Et la voiture? Pas question. Pas la Polo. Bah, c'est ma voiture. Alors je veux plus divorcer. Thomas, je t'en prie. Mais je t'aime. Thomas. Quoi? Si, je t'aime, je te re-aime. Oh là là. Non, mais ça arrive tout le temps ces trucs-là. Allô? Mon amour? On ferait tout pour une Volkswagen. En ce moment, la Polo est à partir de 160 € par mois. Déduction faite de l'aide à la reprise Volkswagen de 2 500 €. Location longue durée 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 1 620 €. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 12 et 13 octobre. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio, comment un individu radicalisé a pu passer à travers les mailles du filet. Et Christophe Castaner doit-il démissionner? La question, en tout cas, est posée. A-t-il menti? A-t-il été induit en erreur? On en parle avec vous, 0826 300 300. On a Thierry en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Thierry. Bonjour à toute l'équipe. Merci de me recevoir. On vous écoute. Écoutez, moi je suis abasourdi d'entendre tout ça. Moi j'habite Dublin maintenant depuis à peu près 3 semaines. Et bon, j'écoute les infos là-bas. On est complètement consterné d'entendre un ministre de l'Intérieur comme ça. Il aurait déjà dû être viré bien longtemps, depuis l'affaire de Shérif Chekrat, depuis le 11 décembre 2018, où des collègues. Moi je suis policier en disponibilité depuis septembre 2017. Donc moi déjà à l'époque, les commandants et certains officiers l'avaient dénoncé pour l'histoire de de l'attentat de Strasbourg, où déjà il y a eu une grosse bavure, une énorme bavure. On l'avait dénoncé, aucun journaliste l'a repris, soi-disant syndrome du complot, etc. On l'avait déjà dit, que cette histoire-là, ce gars-là, il a été perquisitionné à tort. Au lieu de faire une surveillance de 2 jours avant, on l'aurait arrêté, il n'y aurait pas eu de mort. C'est vrai. D'accord. Et là, et mon mec qui est sur le plateau, je l'entends, il dit c'est vrai. Alors tout le monde le dit, personne. Alors à un moment donné, ça suffit, Monsieur Castaner. Il faudrait comprendre pourquoi Monsieur Macron soutient Monsieur Castaner. À un moment donné, ça suffit, les suicides dans la police et le barbecue, ça suffit, toutes ces affaires que l'on entend. À un moment donné, M. Castaner doit partir où il y a des limites de fonction. Et il y aura qui à la place et comment fera-t-il, monsieur? Non, mais c'est intéressant. On ne remplace pas quelqu'un parce qu'on n'a pas la solution. Valérie. Je dis que d'abord, quand même, quand on vire un ministre de l'Intérieur dans la seconde, il vaut quand même mieux en avoir un tout de suite. Deuxièmement, je pense que le ministre, c'est facile de le faire sauter. Je pense qu'il y a tout à remettre à plat. La hiérarchie, on le disait, le millefeuille hiérarchique, ni responsable ni coupable. Impossible de condamner quelqu'un. Il faut tout mettre à plat. Sophie, on peut pas tourner la parole. On fait tourner la parole. Est-ce que c'est effectivement... Laurence dit une chose intéressante, elle dit je pense que ce n'est pas que Castaner qui est coupable et le virer ne servira à rien. Mais j'aimerais bien savoir comment ils vont faire pour savoir que quelqu'un est radicalisé. Vous pensez bien que les futurs terroristes vont montrer leurs signes de radicalisation alors qu'ils savent qu'on va les arrêter? Et c'est vrai que si on prend ceux du 11 septembre aux États-Unis, ils étaient tout à fait intégrés dans la société et ne montraient aucun signe de radicalisation. C'est bien tout le problème. Mais là,
là, à la fois, alors, Alexis Poulain. C'est pas que la faute de Castaner. Lui peut démissionner pour plein d'autres raisons. Hein. La gestion de la crise des Gilets jaunes, effectivement, les bavures à répétition, les mensonges. Et là, c'est un énième petit dysfonctionnement qui fait qu'il est ministre de la com plutôt que de l'intérieur. Le problème qu'on paye aujourd'hui, c'est aussi le choix qui a été fait sous Nicolas Sarkozy en 2008 de revoir complètement le renseignement intérieur. En fusionnant les services, en enlevant des moyens, en enlevant surtout des gens sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a enlevé des gens qui connaissaient les quartiers, qui connaissaient les gens, qui savaient les prêches de haine, qui savaient comment ça se passait? Tout ça est passé sous le radar. Bien sûr. Et aujourd'hui, on paye ce manque de moyens, ce manque de personnel sur le terrain. Mais vous dites qu'il y a trop de hiérarchie. Je parle d'agents sur le terrain. Aujourd'hui, la sécurité intérieure, et c'est le même problème d'ailleurs avec les Black Blocs, etc. On n'est pas foutu d'infiltrer, de faire du renseignement chez nous, là en France. Comment voulez-vous que ça nous pète pas à la gueule? Alors, à la décharge des collègues des renseignements, il y a un travail énorme sur les fichiers, les fameux fichiers des gens radicalisés, mais énorme. On a renforcé la DGSI, on a renforcé les renseignements territoriaux. Dans le radar. Le problème de ces gens qui sont radicalisés, c'est d'être capable de se mouvoir. Il y a un très bon bouquin d'ailleurs qui vient de sortir, mon ami Mohamed Sifaoui, Tikia. C'est le comportement des gens radicalisés, c'est-à-dire se fondre dans la population. Parlez bien dans le micro, mettez-vous en face. C'est quoi Taquilla? C'est la taquilla. C'est la façon pour les gens radicalisés de se mouvoir dans la société de façon très normale, même d'exagérer leur comportement en buvant, en allant en boîte de nuit, en faisant tout ce qu'on peut imaginer, et de passer pour des gens tout à fait normaux. Et pour localiser, pour être capable de les cibler, ces gens-là, ça devient hyper compliqué. Beaucoup d'auditeurs nous disent ça. Un nombre de cibles qui est exponentiel. C'est plus fort. C'est qu'on a l'impression qu'on a le nez collé. C'est juste qu'on a enlevé des moyens. Mais on a le nez collé sur les choses et on dit il faut signaler le moindre truc. Mais effectivement, vous avez raison, c'est très compliqué. Facile de dire autour d'une table. À un moment donné, il va quand même falloir qu'on se pose et qu'on fasse le bilan justement de cette réforme de 2008 de Sarkozy, qui pose quand même bien des problèmes avec la fusion des DRG et de la DST pour faire maintenant la DGSI. Parce qu'il y a eu un changement aussi de doctrine derrière. C'est qu'on s'attache essentiellement aux signaux forts, aux informations importantes qui circulent sur les réseaux ou ailleurs, et non plus au travail de terrain. Alexis Poulain le disait. Je lisais un article du Financial Times qui, eux, par contre, font ce travail-là que nous n'osons pas faire, et qui disait qu'à Saint-Denis, il y a quelques années, il y avait 20 agents de terrain des renseignements généraux qui connaissaient tout le monde, très clairement, et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus un seul. Autrement dit, il y a un changement dans la manière dont on analyse les choses, qui aujourd'hui a totalement désorganisé notre capacité à récupérer l'information, à la traiter et à agir derrière. Mais peut-être, mais dans ce cas précis, ça n'a rien à voir, parce que dans ce cas précis, on est au cœur du système. C'est ça qui est grave. Oui, mais c'est de façon générale la problématique. Mais en même temps, le problème est exponentiel, c'est-à-dire que même si on avait les moyens, je pense qu'on aurait une grosse difficulté. C'est une problématique actuelle de nos sociétés. Il n'y a pas que la France et l'Europe et le monde entier, de ce fameux terrorisme. Et mettre une personne derrière une cible, aussi nombreuse soit-elle, il faut un nombre incalculable de fonctionnaires. Il faut 7 à 8, voire 10 fonctionnaires, même plus, si on lui fait du 24 sur 24. Donc c'est quasiment impossible. Le mode il y a des gens qui passent à travers les mailles. A changé. C'est plus d'ailleurs des coups d'éclat avec Kalachnikov et explosifs. S'il suffit d'un couteau, ça peut être tous les jours, n'importe où, n'importe quand. N'importe où, n'importe quand. On a Sylvia en ligne avec nous. Bonjour Sylvia, on vous écoute, vous êtes à l'antenne sur Sud Radio. Oui, merci, bonjour. Simplement, ce que je vais dire est un peu dans la même veine que votre auditeur précédent, mais je voudrais quand même qu'on remonte peut-être encore d'un cran. Alors, je sais que c'est un sujet extrêmement sensible, et quand j'entends, et d'ailleurs j'écoute assez fréquemment les émissions d'André Berkoff, quand on s'aperçoit qu'aujourd'hui il y a des gens qui écrivent des livres sur Emmanuel Macron et comment il arrive au pouvoir et qui sont obligés d'aller à l'étranger pour se faire éditer, c'est quand même assez grave. Alors, ce que je voudrais dire, et ce que j'ai dit à la personne qui a pris mon appel d'abord, c'est que là, on se focalise effectivement sur ce qui s'est passé à la préfecture, qui est extrêmement grave, qui est dramatique pour les personnes touchées et leurs familles. Mais quand on regarde de façon générale dans l'environnement du président Emmanuel Macron, et depuis son arrivée au pouvoir, je veux dire, quand vous voyez le nombre de casseroles, excusez-moi, qui s'accumulent, Christophe Castaner, je dirais que c'est presque un épiphénomène. Enfin, je veux dire, c'est un symptôme plutôt qu'une cause, parce qu'effectivement, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi Monsieur Macron protège toutes ces personnes. On peut parler quand même de Monsieur Benalla,
Il va bientôt se présenter au municipal, quand même. Où en sont les commissions d'enquête? Est-ce qu'on a finalement su à quoi il avait eu accès, pourquoi il avait été accrédité aussi sur un certain nombre de niveaux d'informations confidentielles? Qu'est-ce qu'il en a fait? Et pourquoi aujourd'hui il peut se présenter au municipal sans aucun problème? Je vous rappelle que monsieur Yacine Bellatar, qui est quand même quelqu'un qui a tenu des propos extrêmement graves et qui a été mis, je crois, en examen, a été quand même nommé en 2018 par monsieur Emmanuel Macron au comité des villes. Et je veux dire, et on peut en trouver comme ça, je veux dire, énormément. Et ce qui est quand même très intriguant, c'est pourquoi ces personnes sont toujours protégées. Alors quel est le lien avec la préfecture? Encore une fois, on voit que maintenant c'est au niveau de la direction du renseignement et qu'il y a effectivement des dysfonctionnements et qu'encore une fois, on a quand même l'impression qu'il y a un véritable déni, c'est-à-dire une volonté de dissimuler. Alors on peut comprendre qu'on veut pas affoler la population. Alors après, vous allez encore dire c'est du complot, c'est ceci, c'est là. Mais non, enfin, je veux dire, je crois qu'à chaque fois et chaque étape, et si on devait remonter, faire un historique intéressant depuis plus d'une décennie, on s'aperçoit qu'à chaque fois, vous savez, c'est l'histoire de la grenouille. C'est-à-dire progressivement, la température monte et on s'en aperçoit, à chaque fois, on monte d'un cran. Et je vais même finir peut-être, malheureusement, par un peu vous choquer. Je crois que, par rapport à ce que M. Zemmour, qui a été lynché médiatiquement récemment, il a dit quand même des choses qui, tristement, je veux dire, s'avèrent. Et ce qu'il disait il y a 10 ans, tous les journalistes sont tombés dessus en disant c'est de la discrimination, c'est dégueulasse. Ce qu'il disait sur les prisons, sur la radicalisation dans les prisons, il a même, je crois, été condamné pour ça. Et ça s'avère. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il dit des choses qui, je veux dire, les gens ne veulent pas le voir, mais il y a peut-être quand même, malheureusement, dans ce qu'il dit, une petite... Ce que vous dites n'est pas faux, et c'est plus facile de virer Zemmour que de virer des gens qui sont en voie de radicalisation. Ouais. Et je suis assez d'accord avec vous. Oui, non, mais c'est ce que vous dites est très complet et très, très juste. Il y a de nombreux auditeurs qui me disent virer Castaner va pas être la solution. Peut-être revenir sur ce qui s'est passé jeudi, c'est-à-dire visiblement il a eu les mauvaises informations. Donc il a eu les infos. Je crois qu'il y a des éléments. Alors il y a un sujet qui est important et on est dans une radio, on le voit bien. C'est la communication en ligne permanente. Bon, à un moment donné, les politiques, s'ils ne répondent pas dans l'heure qui suivent, on va dire attention, complot, il y a un truc qui se prépare. Donc le ministre de l'Intérieur a des éléments de langage qui sont donnés par le préfet de police, par Didier Lallement, ce qui est normal en soi. Et je pense que Didier Lallement, ces éléments de langage, les a par sa hiérarchie de la DRPP et des gens qui travaillent sur place, des responsables sur place. Voilà. Bon, alors maintenant, ils sont allés peut-être un peu vite en besoin parce qu'ils se sont dit, waouh, il y a problème. Enfin, est-ce que pour le coup, effectivement, mais est-ce que pour le coup, le ministre de l'Intérieur aurait dû se dire un individu converti depuis peu, un couteau en céramique, une personne égorgée, ça faisait beaucoup de choses qui pouvaient présager de ce qu'on allait... On a menti mais est-ce que lui n'a pas manqué, est-ce que lui n'a pas manqué, est-ce qu'il avait besoin de se précipiter sur le micro? Bien sûr que non. C'est ce qu'on lui reproche, et d'avoir manqué un peu de sens politique, et de se dire, attendons de voir ce qui va se passer. S'il l'avait pas fait, on aurait dit, encore une fois, non, il aurait pu dire une enquête est en cours, on n'en sait pas plus. Monsieur Castaner n'en est pas à son coup d'essai en matière de médiocrité en communication. Au moment de la salpêtrière, celui-ci a menti sciemment. De la même manière, il s'est précipité au micro en sachant très bien qu'il n'avait pas les éléments. Au moment de l'affaire Benalla, il parlait d'un bagagiste qui transportait des valises. Donc la médiocrité politique de monsieur Castaner est un élément à prendre en ligne de compte. Vous savez, moi je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que monsieur Castaner à un moment donné soit contraint à la démission ne réglerait pas tous les problèmes. Non, ça ne réglerait pas tous les problèmes, mais ça commencerait à en régler parce que monsieur Castaner est partie prenante du problème. Il a changé la doctrine qui est celle aujourd'hui des forces de l'ordre. Vous savez, le républicain que je suis pense que l'on ne peut pas continuer à vivre dans un climat de mise en avant des forces de l'ordre et de confrontation tel que c'est pratiqué depuis un an. Cette permanentisation de la violence institutionnelle ne peut pas tenir. Et de la même manière que M. Castaner, contrairement à ses prédécesseurs, dit aux forces de l'ordre et aux policiers: je suis derrière vous. Quand les autres, quand les autres disaient je suis devant vous, autrement dit je vous donne un cap et la police républicaine applique ce qu'on lui dit de faire. Monsieur Castaner, lui, il dit je suis derrière vous, faites ce que vous voulez et derrière je passerai la serpillière et j'épongerai tout le reste. Et bien tout cela a changé la nature des forces républicaines de ce pays et il y aurait besoin de pouvoir souffler un petit peu et que monsieur Castaner fasse ses bagages. En même temps, on est dans une société qui est quand même compliquée. L'affaire des Gilets jaunes, c'est une première en Europe, pas juste en France, en Europe. On n'a jamais vu de manifestation aussi difficile à contenir. Ben oui, mais c'est avec les syndicats complètement en dehors de tout système, avec les politiques qui ne savent plus où ils sont. Donc je pense que la police a réagi
peut-être dans un premier temps maladroitement, ça je l'avoue, hein, j'en ai fait du maintien de l'ordre, je sais ce que c'est, mais à côté de ça, il y a eu une reprise en main avec l'éviction de Delpuech et ensuite l'arrivée de l'Allemand, qui a permis aux forces de l'ordre, par exemple, de reprendre la main sur le terrain. Je pense que Castaner, là-dessus, avait dû donner des ordres parce qu'il s'est senti un petit peu démuni, à mon avis, sur le coup. Mais à un moment donné, il faut que ce soit les gens sur le terrain qui décident ce qu'il faut faire en intervention. Mais je crois qu'on est rentré quand même dans une société particulière, en France, où on n'avait jamais vu ça en termes de manifestation, nous, avec les services d'ordre qui n'existent plus, parce qu'avant, les services d'ordre, c'était les syndicats qui cadraient tout ça, la venue du mouvement Black Bloc qui est quand même présente, quoi qu'on dise, on les invente pas, les Black Blocs. Voilà, il y a un contexte qui est quand même très compliqué. Encore une fois, c'est pas pour protéger Castaner, je protège. Donc la réponse doit être politique. Elle ne peut pas être uniquement sur ce terrain. Alors, juste un petit mot pour dire que Bernard Cazeneuve, je l'ai vu travailler quand il était ministre de l'Intérieur. C'était quelqu'un d'exceptionnel par rapport à ça. Il avait une maîtrise des situations, et je vais vous donner un exemple du poids d'un ministre de l'Intérieur. J'ai un chef d'entreprise qui s'appelle Jacques Gounon à Éthique, qui dirige Eurotunnel. Et il me dit, il faudrait que je fasse quelque chose. Il se trouve que j'avais moyen d'avoir accès au ministre de l'Intérieur. Il faut que je fasse quelque chose. Ils sont incompétents totalement. Il avait été attaqué même dans les médias en disant, le ministre avait dit, c'est une honte que le chef d'entreprise d'Eurotunnel laisse passer des migrants. Il me dit, mais je deviens dingue, c'est moi qui fais la police à la frontière. Donc il va voir Castaner, il va voir Cazeneuve. Il arrive dans le bureau du ministre qui était entouré de 3 conseillers. Et les conseillers expliquent, mais non, monsieur le ministre, nous avons la police, nous avons les gendarmes, nous avons la police locale, nous avons des cars qui reconduisent immédiatement les migrants, etc. Et donc, Cazeneuve écoute tout le monde et le chef d'entreprise dit, monsieur le ministre, ils vous mentent. Alors, sidéré, Cazeneuve dit comment, et donc il explique, il dit, est-ce que vous savez que la police ne parle pas aux gendarmes? Est-ce que vous savez qu'ils ne parlent en aucun cas à la sécurité sur place? Est-ce que vous savez que le type qui monte dans les cars, le chauffeur s'arrête à 200 mètres et les délivre parce qu'il a peur de se faire agresser? Donc non, ils reviennent dans le camp. Et Cazeneuve, stupéfait, dit, est-ce que c'est vrai? Les autres disent bleu. Cazeneuve dit, je veux demain, il donne son portable au chef d'entreprise et il dit, je veux demain une réponse par rapport à ça. Bien, réponse, il se passe rien. 8 jours après, il se passe rien. Cazeneuve prend le train et débarque. Il a réuni tout le monde. Il a fait vraiment un coup de force local. Et Jacques Gounon, le président d'Eurotunnel, me dit on n'a plus jamais eu un problème. Ça pose bien la question de la compétence. Et voilà. Ça pose bien la question de la compétence. Là, vous avez un ministre compétent qui prend les problèmes à bras-le-corps. Christophe Castaner, à part faire de la com, qu'est-ce qu'il fait? Oui. Alors on a même, et c'est là où le fonctionnement de nos administrations, police et gendarmerie, même cumulés, il y a de vrais problèmes de management. On l'a vu d'ailleurs, la même affaire à Castaner avec les attentats à Kouachi, Koulibaly, etc., où il avait chopé, on l'avait vu d'ailleurs en direct sur la table de commandement au ministère de l'Intérieur, il avait mis tout le monde d'accord parce que les renseignements qu'avaient les gendarmes et ceux de la police, personne ne se partageait rien. Et là, il y a un vrai travail de réforme dans la police et dans la gendarmerie. Police et gendarmerie. Il avait bien fait. Mais le passage, il y a des luttes d'ego, évidemment, des grands patrons là-dedans qui ont des têtes comme ça et qui pensent surtout à leur carrière avant l'efficacité du service. On se retrouve dans un instant, 0826 300 300, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. À la une des vraies voix sur Sud Radio, le scandale d'État, la tuerie à la préfecture de police de Paris. Le terroriste islamiste radicalisé s'était réjoui des attentats de 2015 auprès de certains collègues. Personne n'a rien dit à leur question. Radicalisation islamiste dans les services publics, l'État est-il désemparé? 0826 300 300. Débat sur l'immigration également à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Question, Macron fait-il du Le Pen? Là aussi, vous êtes les bienvenus. Et puis les vraies voix politiques à 19h après l'attentat à la préfecture. Castaner doit-il démissionner? On vous attend. 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Qui peut concurrencer MAF Pro? Depuis 3 ans, pas sinistré, fidélité, récompensé. Grâce au bonus, moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. MAF Pro, le seul assureur à proposer des bonus pour les entreprises des pros dès 3 ans sans sinistre. Des réductions sur leurs cotisations d'assurance pour récompenser leur professionnalisme et leur fidélité. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro. Conditions sur maf.fr. Ford. 0% sur la Ford Fiesta, 0% sur la Focus et aussi sur les SUV. Teddy, excuse-moi, il n'y a pas une erreur là? Il y a des zéros partout? Il n'y a pas d'erreur. Ah, ok. Hey, c'est bien ça. Dépêchez-vous, pendant les portes ouvertes Ford ce week-end, bénéficiez d'un crédit à 0% sur la gamme Ford. C'est Teddy qui l'a dit. Ouverture sur l'autorisation, crédit auto 0%, 2000 € d'apport pour 10 000 € empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 €. Montant total du 10 000 € si acceptation par Ford Crédit. Offre jusqu'au 31 octobre sur véhicules éligibles, voir Ford.fr.
Sud Radio. Dans les Landes, À Mont-de-Marsan. sur 94.1. Changez vos fenêtres Velux, ce ne sont pas les 12 travaux d'Hercule. Une journée peut suffire avec un professionnel. Ensuite, à vous les économies d'énergie, la douce chaleur en hiver et la fraîcheur préservée en été. À vous aussi le silence par tous les temps. En 25 ans, vos fenêtres Velux ont changé. N'attendez pas pour les remplacer. Retrouvez toutes les solutions pour votre projet et profitez dès maintenant de notre offre sur velux.fr. Tu sais, je crois que c'est bien d'en parler. Allez, raconte-moi, tu l'aimes encore? Bien sûr que je l'aime. Avec tout ce qui se passe, tu l'aimes encore? Mais oui, je l'aime. Tu sais, on passe des bons moments ensemble. Et tu lui as dit? Pas encore, j'ose pas. Ah ben dis. Un jour dans l'année pour dire qu'on aime sa boîte, c'est le jeudi 17 octobre. Des idées pour faire la fête sur j'aime-ma-boîte.com. Ne bougez pas. Retour du 10h midi avec Valérie Expert dans quelques instants sur Sud Radio. Je prendrais 2 tapas de la mer et une cocotte de moule. Alors on a dit 3 tapas et une cocotte XXL. Non, c'était 2. Oui, mais en ce moment, Léon voit grand. Il vous en offre plus pour le même prix. Eh ben, merci Léon. Avec les offres XXL de Léon de Bruxelles, plus de fraîcheur et de générosité pour le même prix. Offre valable du lundi au vendredi jusqu'au 31 octobre 2019. Voir conditions au restaurant. Pour votre santé, bougez plus. L'info s'écoute, se vit et se lit sur sudradio.fr ou votre application Sud Radio. Vendez votre voiture.fr. Je pensais pas tirer un si bon prix de ma voiture. Tout s'est fait de façon rapide, c'était impeccable. Vendez votre voiture.fr. Estimez votre voiture en ligne gratuitement et prenez rendez-vous dans l'une de nos agences près de chez vous. Vendez votre voiture rapidement et au meilleur prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, c'est Bruno Pomar, ce sont Alexis Poulain, Bruno Pomar, Sophie de Menton et François Coq qui sont autour de cette table et un invité qui vient régulièrement mais qui a préféré téléphoner aujourd'hui, c'est Patrick Mignon. Bonjour, vous nous écoutez Patrick ? Bonjour Valérie, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter au débat ? Eh bien, je voulais juste dire à Monsieur Pomar que j'ai entendu critiquer les prises de position des politiques. Lorsqu'on a un ministre, a priori un ministre, c'est un responsable. Et responsable en France, dans le dictionnaire, ça veut dire qu'on assume des responsabilités et à un moment ou à un autre, comme dit François Coq, il faudrait qu'il les assume toutes. Donc oui, Monsieur Castaner doit démissionner, mais il doit démissionner pour une autre raison. Il doit démissionner parce que s'il ne démissionne pas, ou plus exactement si on ne le limoge pas, ça veut dire qu'on couvre toute la hiérarchie qui fait que ces messages de la base ne remontent jamais. Absolument. C'est le même problème qui se passe dans l'éducation nationale avec le phénomène pas de vague. On veut pas faire un rapport sur quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on va se faire mal voir de son chef direct, lequel, s'il doit le transmettre, va être mal vu de son chef à lui, et ainsi de suite jusqu'en haut. Ce qui fait que rien ne remonte et tout reste à la base qui ne se sent à jamais écouté. Dans l'aviation, c'était exactement la même chose. Et c'est lorsqu'on a constaté qu'il y avait des accidents qui faisaient des centaines de morts, qu'on a mis en place des systèmes de report, de reporting, mot anglais que j'aime pas trop, mais de remontée d'informations, qui font que les événements les plus simples et les plus banals sont remontés dans un système et qu'on juge de l'opportunité de les traiter ou pas. Et malheureusement, quand M. Castaner chapeaute tout ça, ben oui, il doit être démissionné par le président de la République. Mon cher Patrick, Bruno. non, vous êtes excessif parce que, quoi qu'on dise, attention, je suis pas mandaté par Castaner pour parler sur Sud Radio, qu'on soit clair. On a eu quand même l'affaire de la préfecture de police avec les Gilets jaunes et M. Delpech. Quand il a fallu le virer, il a été viré, M. Delpech. Donc, on peut pas être aussi catégorique que ça, Pierre. Ouais. Mais c'est pas une question de virer, c'est pas une question de virer une tête. C'est pas l'individu qui est en cause. C'est parce qu'il ne change pas radicalement le mode de fonctionnement. Et je peux vous dire que dans l'exemple que j'ai cité, il a fallu qu'il y ait des centaines de morts dans les accidents d'aviation pour qu'enfin le système qui couvrait tout, où tout ronronnait doucement, soit mis en place et fasse un réel changement. Il faut qu'il y ait des remontées d'informations de la base qui soient traitées et que les chefs, sous-chefs et autres ne voient pas ça comme une contrainte. Ouais. C'est vrai, merci Patrick. On a Mathieu qui voulait réagir également. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Oui, depuis le début, moi j'avais dit que la nomination de M. Castaner était une nomination de complaisance. Parce que pour moi, M. Castaner, il est ministre de l'Intérieur, comme moi je suis nonce apostolique. Donc, ça, pour vous donner une idée. Donc, moi je trouve que le problème de Castaner, c'est un problème de personne et c'est pas ça qui réglera. Un problème plus global et plus général,
que je veux évoquer à travers la tuerie qui s'est passée à la préfecture. Je pense que ça doit remettre en question, en cause totalement notre, comment peut-on appeler ça, notre seuil de tolérance, notre acceptation vis-à-vis de ces signes de revendication communautaire. Je veux dire par là que quand au sein de la police, on voit que cette personne s'est réjouie des attentats de Charlie Hebdo, fréquentait des mosquées salafistes. D'ailleurs, je m'étonne que ces mosquées soient toujours ouvertes, en passant. Avait des liens avec la mouvance salafiste. Ne serrait plus, ou en tout cas avait un comportement complètement modifié par rapport à ses collègues femmes. N'en jetez plus, ça suffit, quoi. C'est terminé. Pour moi, c'est révélateur d'un problème qu'il aurait fallu tout de suite. C'est du bon sens absolu, vous avez raison. C'est plus facile, Mathieu, c'est plus facile a posteriori qu'a priori. Je finis juste. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tout le monde craint, tout le monde a peur de se faire accuser du pire des péchés qu'est l'islamophobie. Stigmatisation. J'ai une société de livraison et il y a une semaine, j'ai fait travailler un monsieur en vacataire à qui j'ai fait porter des caisses dans sa camionnette. Et au moment de charger sa caisse, il a refusé. Alors j'ai dit mais pourquoi? Il m'a téléphoné, il m'a dit moi c'est de l'alcool, je touche pas à l'alcool, c'est de la religion à l'interdit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Oui. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le vire et je serai taxé d'islamophobie? Est-ce que je le signale? Comment je réagis par rapport à ce type de comportement? Mais alors c'est encore une fois, je pense qu'on licencie quelqu'un qui ne veut pas exécuter une consigne, un ordre. Oui, mais je vous expliquais en début d'émission avoir reçu plusieurs fois des patrons de la HALD qui racontaient le désespoir, ou vraiment désespoir des patrons qui ne savent pas comment se comporter. Parce que, surtout pour les fichiers, c'est ce que disait Yvan Rioufol vendredi, c'est-à-dire la peur d'être pris pour un raciste, de stigmatiser une religion, pour tout ça. Donc c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'apparemment les gens du service, ceux qui étaient dans le service et qui ont noté ces comportements n'ont pas voulu le faire de façon officielle parce que pour pas stigmatiser quelqu'un qui était handicapé, etc. Le racisme anti-blanc, il n'existe pas, SOS Racisme. Moi j'ai un copain qui a été victime de ça. Le racisme anti-blanc n'existe pas, SOS Racisme. Mais les agents à chaque étage qui auraient dû signaler la radicalisation de cette personne ne l'ont pas fait. Mais quand ils voient que le ministre lui-même a été le premier à venir dédouaner cet acte d'être un acte terroriste. Oui, parce qu'on l'avait pas informé. Mais on s'en fout de c'est une incitation pour ces gens à continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire à essayer de ne pas se mouiller. Donc à un moment donné, il faut envoyer un signal fort. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure. On revient sur la réforme Sarkozy de fusion DGSI DST pardon. Ça prend du temps, ça prend combien de temps? Mais on commence par changer les mentalités. Regardez ce que fait Castaner. À un moment donné, l'impunité est à tous les étages parce que l'impunité. Non, vous n'êtes pas d'accord parce que l'impunité est à l'étage le plus haut. Comprenez cela, l'impunité est à l'étage le plus haut. Nous avons au ministère de l'Intérieur quelqu'un qui est médiocre, qui est incompétent et qui derrière est en train de déstructurer l'ensemble des services. Donc à partir de là, il faut en changer. Je vous dis pas que ça réglera toutes les questions, mais ça enverra déjà un signal à tout le monde. C'est facile de s'indigner, on est tous indignés. Je dis simplement, mais j'entends ça, j'entends. Non, mais je sais pas ce que vous entendez, mais virons-le, très bien, on vire le ministre, mais simultanément, d'abord, il faut une brouette pour virer les gens qui sont pas capables de gérer. Donc, je veux bien, mais remettre le système à plat, je crois que c'est quelque chose qui va prendre malheureusement 6 mois, 1 an. Je me demande qui sera capable de le faire, à quel niveau. C'est vrai ce que vous dites. Elle a commencé la réforme avec Didier Lallemand qui est arrivé. Il faut espérer qu'effectivement ça va suivre. Donc, je suis pas complètement contre ce que dit notre ami, évidemment. Mais non plus. Mais c'est vrai que c'est quand même, ça reste en interne. Alors, on change de chef. Bon, allez, si vous voulez, pourquoi pas. On peut mettre Nunez à la tête. Pourquoi pas. Le seul problème, c'est qu'il faut que les mentalités dans ceux qui managent, c'est-à-dire les patrons, dans tout le pays, même dans les entreprises, d'ailleurs, partout. Oui. Les managers soient des gens à la hauteur capables de prendre des décisions. C'est ça. Il faut des signaux pour ça. Problème de management. Je signalais le tweet de Tariq Ramadan qui est et encore une fois, on se demande comment ce monsieur a le tweet, le courage, enfin même pas c'est pas le courage, je trouve pas le mot, l'outrecuidance, voilà, l'impudence. Donc après avoir dit que, bon, je vous laisse le dire, mais juste il dit, il faut penser à toutes les familles de victimes.
toutes sans exception, même celles de la famille de cet homme qui a perdu la raison. Et c'est donc pour lui, c'est un homme qui a perdu la raison. Sur les attentats islamistes, parce que c'est deux termes qui, visiblement, ça arrache la gueule à pas mal de gens de le dire, attentats islamistes. Les musulmans sont les premiers concernés, sont les premières victimes. En France, les premières victimes sont les gens qui sont morts vendredi. C'est les gens qui sont morts. Faut arrêter de dire que c'est les premières victimes. C'est de la langue de bois, ça. Je veux dire, ces gens-là tuent tout le monde sans discernement. Bien sûr. Et nous, en France, on a un problème, c'est-à-dire que on ne répond pas avec la fermeté nécessaire. On fait des lois liberticides pour tout le monde. Ça, on empêche les activistes animaliers de filmer dans les abattoirs, mais faire des lois qui protègent les citoyens français, on en est incapable. Ou quand on les applique pas. Typiquement, l'extradition, quand ça suffit. La déchéance de la nationalité, ce débat qu'on a eu, qu'on n'a pas eu, qui était pour prévoir le retour des djihadistes, justement. C'était prévoir à deux bandes. On l'a pas fait, on n'a pas voulu. C'était contre les principes de la République. Alors, on attaque les principes de la République sur les libertés, mais on n'est pas foutu de travailler sur la protection des citoyens. Mais je retiens l'appel de Sylvia tout à l'heure qui disait beaucoup de choses et qui était assez juste sur les difficultés. C'est très complet. Très complet, et sur les difficultés évidemment de détecter, les radicaliser, et puis surtout le double discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on fait de s'indigner sur cette radicalisation, sauf que quand on en parle, on nous dit silence, circuler, il n'y a rien à voir. Oui. À suivre André Berkoff, et très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain à 10h. Bye.